Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du romantisme, plus particulièrement du romantisme français. Et je trouvais que c'était la journée idéale pour vous parler de ça aujourd'hui, parce qu'au moment où je filme, c'est l'automne, il pleut, ça peut être un petit peu déprimant, donc c'est parfait pour le romantisme. Donc le romantisme en France, ça arrive en 1820. Il y a vraiment une date précise, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc ça commence en 1820, puis c'est vraiment une réaction à toutes les horreurs qu'il y a eu durant toute la période de la Révolution française. Comme j'avais expliqué en vous présentant le 19e siècle, là, ça a été vraiment toute une époque de tourmente, puis ça dure vraiment très très longtemps. Donc, il y a deux façons de réagir vraiment à toutes ces tourmentes-là. Donc, il y a vraiment ce que vont faire les auteurs romantiques français. Ça va être vraiment de se dire, le monde est tellement effrayant, tellement déroutant que je préfère me replier sur moi-même, parler de ma solitude, de mon vide intérieur, de ma détresse. Donc, ça va être un mouvement, on va se replier sur soi, mais pour parler de ses émotions, pour décrire un mal de vivre, qui était d'ailleurs appelé le spleen au 19e siècle. Donc, c'est vraiment une sorte de mal de vivre constant, un ennui généralisé, un dégoût pour la vie, tout simplement. C'est très joyeux. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on a vu plus tôt avec les auteurs réalistes qui, au contraire, vont avoir envie de faire presque un documentaire de cette époque-là, donc de décrire le monde exactement tel qu'il est sans chercher vraiment à l'améliorer. Il y a vraiment deux sources au mouvement romantique. Donc, la première source d'inspiration peut paraître vraiment étonnante, mais c'est le philosophe du 18e siècle, Jean-Jacques Rousseau. Donc, Jean-Jacques Rousseau, que vous connaissez peut-être, ça peut paraître étonnant qu'on s'inspire d'un philosophe, mais dans ses textes, Rousseau parlait beaucoup de la communion avec la nature, du fait qu'on pouvait retrouver ou chercher du moins un réconfort dans la nature. On pouvait trouver dans la nature aussi un reflet de nos émotions. Et dans ces textes, il y avait beaucoup d'analyses psychologiques. On décrivait beaucoup les mouvements de l'âme. Donc, on retrouve ça aussi chez le mouvement romantique français. Deux sources d'inspiration qui est probablement la plus forte, c'est le romantisme allemand. On va voir qu'il y a aussi le romantisme anglais, je vous en parlerai plus tard avec Frankenstein. Mais le romantisme allemand, la source d'inspiration, c'est vraiment le texte de Goethe qui s'appelle « Les souffrances du jeune Werther ». Donc, Les souffrances du jeune Werther, c'est considéré comme le roman romantique par excellence. Donc, je vous résume rapidement. C'est évidemment l'histoire du jeune Werther qui tombe follement amoureux d'une femme qui s'appelle Charlotte. Il la trouve belle, pure, merveilleuse. Charlotte s'occupe de ses frères et sœurs puisque sa mère est décédée. Donc, ils vont devenir amis, entre autres parce qu'ils partagent un goût commun pour la poésie, la lecture, donc ça les rapproche. Mais au grand malheur de Werther, il va apprendre qu'elle est déjà fiancée, donc promise à un autre homme qui s'appelle Albert, et elle ne peut pas retirer sa promesse d'épouser Albert puisqu'elle a juré à sa mère mourante là, sur son lit de mort qu'elle allait l'épouser. Donc de là va être le drame, comme vous pouvez l'imaginer. Donc Werther va se dire, bon, mais je vais m'en aller, je vais essayer d'oublier ma souffrance, mais il va pas réussir. Il va apprendre à connaître Albert, qui va devenir donc le mari de Charlotte. Il va les fréquenter régulièrement et ça va augmenter sa torture. Puis finalement, un jour, il supportera plus cette souffrance-là et ça va finir comme malheureusement bien des textes romantiques. Ben malheureusement. Comme bien des textes romantiques, il va se suicider. Là. Je vous vole pas un punch ici, là, c'est vraiment très connu. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ce texte-là, on va vraiment présenter le suicide comme quelque chose de positif, comme quelque chose de courageux. Donc aujourd'hui, c'est sûr que de présenter les choses comme ça passerait sûrement pas, mais à cette époque-là, oui. Et quand ce texte-là a été publié, il a été tellement populaire qu'il a même entraîné une vague de suicides. C'est terrible quand même quand on y pense, là, les pouvoirs de la littérature, c'est pas toujours positif. Donc ça va entraîner une vague de suicides parce que c'était une des premières fois où dans un texte, on décrivait avec autant de précision les émotions, la souffrance que peut ressentir un personnage. Puis en plus, c'est un roman qui est écrit sous la forme de lettres, c'est-à-dire un roman épistolaire. Donc, Werther écrit vraiment à son ami ses émotions, comment il se sent, sa souffrance. Donc, les lecteurs, quand ils lisaient ça,
s'identifier à lui parce que à peu près tout le monde a déjà vécu une peine d'amour ou du moins de la souffrance, une forme de deuil. Donc les lecteurs s'y identifiaient et ont eu envie de faire comme lui. Donc je vous rassure, vous pouvez lire ce roman-là sans avoir envie de vous suicider à la fin. Je l'ai lu plusieurs fois et je suis toujours là. Mais c'est vraiment un roman d'une beauté exceptionnelle et ça va vraiment marquer le début du romantisme. Et justement, dans ce texte-là, on va voir qu'il y a plein de caractéristiques romantiques comme entre autres la communion avec la nature. On arrive vraiment au romantisme français plus précisément. Comme je vous disais, on le fait commencer en 1820 parce que ça correspond à la publication des méditations poétiques d'Alphonse de Lamartine. Donc, c'est vraiment une date symbolique. D'ailleurs, on va regarder dans quelques instants un de ses poèmes qui s'appelle Le Lac. Donc, dans le romantisme français, ce qu'on va remarquer, c'est que on va vraiment commencer à valoriser l'individualisme, l'originalité. Donc, c'était des choses qui n'étaient pas si valorisé que ça avant. Ça peut nous paraître étonnant parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont vraiment très, très valorisées, mises de l'avant, avoir une individualité, être très original, c'est quelque chose qui est recherché, mais ça n'a pas toujours été le cas. On va aussi beaucoup analyser les passions individuelles. On va explorer le moi tourmenté, la mélancolie. Il va y avoir beaucoup de textes où on présente la souffrance et le suicide. Vraiment, le suicide est très, très présent dans le romantisme. Ça peut être dérangeant peut-être avec nos yeux contemporains, mais c'était une façon de montrer que quand on avait des idéaux très élevés, si on n'était pas capable de les atteindre, on préférait mourir plutôt que d'avoir une vie médiocre. Souvent, les auteurs vont montrer aussi qu'ils sont plutôt insatisfaits de la réalité, des exigences de la société, donc ils préfèrent se mettre à l'écart plutôt que de rester dans la société. Ils vont chercher à fuir la réalité dans leurs rêves, dans leur vie intérieure, dans un repli sur soi. Puis écrire va devenir un moyen justement de fuir cette réalité-là. Un autre élément très important aussi du romantisme, puis je trouve que c'est un élément qu'on va garder encore aujourd'hui dans bien des œuvres, c'est le fait que la nature va devenir le reflet du moi, donc le reflet de l'intériorité. Donc le paysage va épouser les émotions, va être une source de consolation. Donc si par exemple on se sent triste et mélancolique, bien dans le texte qu'on va présenter, que ce soit une pièce de théâtre, un roman, un poème, on va montrer par exemple comme aujourd'hui, un paysage d'automne avec de la pluie. Si on est très, très tourmenté, en colère, on va peut-être on va peut-être présenter un orage, par exemple. Si on est heureux, ça va être le soleil qui se lève, les petits oiseaux. Donc, on va vraiment montrer que la nature devient le reflet de nos émotions. Donc, chaque fois qu'on est dans un texte romantique, quand la nature est décrite, c'est toujours parce que l'auteur veut nous dire quelque chose sur l'état du personnage. Donc, c'est pas anodin. Si vous avez lu des poèmes de cette époque-là, on va voir à chaque fois qu'on présente l'hiver. L'hiver va souvent être associé au deuil, à la vieillesse. Donc, il y a toujours cet écho-là qu'on retrouve de nos émotions dans la nature. Puis quand je vous disais que c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, bien pensez juste à tous les films que vous avez vus où un personnage est triste et il regarde par la fenêtre et la pluie tombe. Et il regarde par la fenêtre, la pluie tombe, il y a une petite musique qui nous montre à quel point il souffre. Et même nous, on peut vivre ça. Quand on est très triste, des fois, le fait que ça soit très ensoleillé dehors, ça va devenir plus souffrant que s'il pleuvait, que si la nature reflétait nos émotions, parce que là, on a l'impression que c'est encore plus cruel de voir les gens heureux sous le soleil si nous, on est triste, alors que quand il pleut, ben, c'est un peu comme si tout le monde partageait notre tristesse. Donc, c'est quelque chose qui semble assez, justement, naturel. Donc, on va regarder le poème Le Lac d'Alphonse de Lamartine. Et dans ce poème, le sujet principal, ça va être le temps qui passe trop vite lorsqu'on est heureux. Donc le poète retourne près du lac où il allait avec celle qu'il aimait. Celle qu'il aimait n'est plus là. On sait qu'il faisait référence à une jeune femme qui était morte. On voit vraiment que le poète, lorsqu'il va se rappeler les moments qu'il a vécu avec cette jeune fille-là, il va vraiment prendre la nature pour témoin de leur amour et il revient dans ce lieu pour lui rappeler celle qu'il a aimée. Et vraiment, ce qu'on retient surtout de ce poème-là, c'est qu'on parle du temps qui passe trop vite et il va y avoir toute une métaphore filée tout au long du texte. Métaphore filée, c'est qu'on retrouve là, partout dans le texte où on va comparer le temps qui s'écoule à l'eau, justement, comme une sorte de courant qu'on peut jamais arrêter. Puis l'être humain peut juste un moment
sortir de ce courant-là, mais le temps continue. Donc le temps passe trop vite lorsqu'on est heureux et pas assez vite lorsqu'on est malheureux. Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour. Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ces pieds adorés. Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre, du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux. Prenez avec leur jour les soins qui les dévorent, oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Tant jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse, où l'amour à long flot nous verse le bonheur, s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur? Et quoi, n'en pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi, passer pour jamais, quoi, tout entier perdu? Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Éternité, néant, passé, sombres abîmes, que faites-vous des jours que vous engloutissez? Parlez, nous rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez? Ô lac, rochers muets, grottes, forêts obscures, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez belle nature, au moins le souvenir. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux. Qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, dans l'astre au fond d'argent qui blanchit ta surface de ses molles clartés. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent ils ont aimé. Je vous avais présenté le personnage réaliste quand je vous ai présenté justement le mouvement réaliste et on a aussi notre héros romantique, donc le personnage romantique qu'on va retrouver autant dans la poésie, les romans que le théâtre. Quand on lit un poème, c'est important de se dire que le jeu du poète, ce n'est pas nécessairement le poète qui parle pour lui. C'est un jeu qui est fictif aussi, qui peut être inspiré du poète, comme il peut ne pas l'être aussi. Donc, il ne faut pas penser nécessairement que tout ce que dit le poète, c'est quelque chose qu'il a vécu. Donc, je vais vous présenter certaines caractéristiques du héros romantique. Première des choses qu'on va remarquer, je vous rappelle que le 19e siècle, c'est une société vraiment où les classes sociales sont encore très importantes, la bourgeoisie prend de plus en plus d'ampleur. Les bourgeois, c'est pas la noblesse là, dans ce cas-ci qui va dominer, ce sont les bourgeois qui gagnent de l'argent, qui ont des valeurs assez conservatrices, qui veulent bien paraître aux yeux de la société. Les personnages romantiques vont vraiment s'opposer à cet idéal-là normalisé, très bourgeois, où il faut faire comme tout le monde, il faut avoir un bon emploi, faire un bon mariage qui est absolument pas basé sur l'amour, parce que l'amour et le mariage à cette époque-là, ça a très très peu en commun. Donc ce sont plutôt des contrats d'affaires, les mariages, donc on s'oppose complètement à ça. Donc le poète romantique ou le héros romantique va vraiment se sentir très incompris, il va sentir qu'il est trop sensible pour faire partie de cette société-là. Donc il va vraiment se mettre en retrait de la société parce qu'il n'y trouve pas sa place. Donc il est toujours contre la société et il va ressentir que la société est contre lui aussi.
Donc, en gros, c'est un être qui se sent marginal et incompris. Marginal, le nom le dit, c'est qu'on est en marge, on est à l'écart. Ici, chez le héros romantique, il va dans le fond accepter sa marginalité, il va même la cultiver parce qu'il n'a pas envie de faire partie justement de cette société-là, dans laquelle il ne se reconnaît pas. Donc, il se sent en décalage par rapport au monde. C'est quelqu'un qui est presque toujours malheureux, présenté du moins comme ça. C'est quelqu'un aussi qui refuse tout le matérialisme et préfère une vie de bohème. Donc, pensez vraiment au cliché qu'on a des artistes incompris encore aujourd'hui, des artistes malheureux, incompris, drogués, pauvres. Tous ces clichés-là ou cette idée-là qu'on a des artistes viennent du romantisme, de cette période-là romantique. Donc, ils vont choisir au 19e siècle, ces auteurs-là, de mener plutôt une vie de bohème. Donc, imaginez-les en train de boire très tard le soir, de fumer de l'opium, d'écrire en regardant la lune, en se sentant malheureux, incompris et seul au monde. Donc, vraiment tous les clichés qu'on a des artistes malheureux, puis on attend presque qu'un artiste soit comme ça aujourd'hui parce que c'est presque la norme, mais ça vient de cette époque-là. Je vais terminer en vous présentant un dernier poème qui est un extrait d'un poème d'Alfred de Musset, Le Pélican, où il va comparer vraiment le pélican à un poète. Donc, il va montrer que le pélican, en fait, va se servir de sa douleur pour créer de la beauté, pour créer de la poésie. Donc, c'est très souvent ce qu'on va présenter justement dans cette époque-là romantique, c'est que le poète est malheureux, il est incompris, mais il va se servir de ce malheur-là, de cette douleur-là, pour créer quelque chose de beau. Donc, c'est quelque chose qu'il ne pourrait pas créer s'il était heureux. On va montrer que se servir de notre souffrance, c'est une façon de créer justement. Donc, on va se servir de notre souffrance, on va l'offrir aux lecteurs, aux gens qui veulent bien lire nos textes. Et on voit que ces idées-là, on les a encore un petit peu aujourd'hui. Le fait que la douleur peut être une grande source d'inspiration. Ça ne veut pas dire que si on est heureux, on ne peut pas créer, mais c'est vrai que la douleur est souvent un moment où on va faire de l'introspection, justement, on va prendre le temps de réfléchir à pourquoi on est malheureux, ce qui ne va pas dans notre vie, et on peut créer quelque chose avec ça, alors que lorsqu'on est heureux, ben, assez naturellement, quand on est heureux, on s'occupe juste de vivre notre vie, on est moins dans l'introspection pour se dire « Mais pourquoi est-ce que je suis heureux? Est-ce que c'est normal? Comment pourrais-je décrire mon bonheur? » On va beaucoup moins penser à ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être malheureux pour créer, mais ça veut juste dire que des fois, ça fonctionne un petit peu. Donc, je vais vous laisser justement sur ce dernier poème d'Alfred de Musset. Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur, mais pour en être atteint, ne crois pas, ô poète, que ta voix ici-bas doive rester muette. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Lorsque le pélican, lassé d'un long voyage, dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux, ses petits affamés courent sur le rivage en le voyant au loin s'abattre sur les eaux. Déjà, croyant saisir et partager leur proie, ils courent à leur père avec des cris de joie et secouant leur bec sur leurs goîtres hideux. Lui, gagnant à pas lents une roche élevée, de son aile pendante abritant sa couvée, pêcheur mélancolique, il regarde les cieux. Le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte. En vain il a des mers fouillé la profondeur. L'océan était vide et la plage déserte. Pour toute nourriture, il apporte son cœur. Sombre et silencieux, étendu sur la pierre, partageant à ses fils ses entrailles de père, dans son amour sublime il berce sa douleur, et regardant couler sa sanglante mamelle, sur son festin de mort il s'affaisse et chancelle. Ivre de volupté, de tendresse et d'horreur, mais parfois, au milieu du divin sacrifice, fatigué de mourir dans un trop long supplice, il craint que ses enfants ne le laissent vivant. Alors, il se soulève, ouvre son aile au vent, et, se frappant le cœur avec un cri sauvage, il pousse dans la nuit un si funèbre adieu que les oiseaux des mers désertent le rivage, et que le voyageur attardé sur la plage, sentant passer la mort, se recommande à Dieu. Poète, c'est ainsi que font les grands poètes. Ils laissent s'égayer ceux qui vivent un temps. Mais les festins humains qu'ils servent à leur fête ressemblent la plupart à ceux des pélicans. Quand ils parlent ainsi d'espérance trompée, de tristesse et d'oubli, d'amour et de malheur, ce n'est pas un concert à dilater le cœur.
Leurs déclamations sont comme des épées. Elles tracent dans l'air un cercle éblouissant, mais il y pend toujours quelques gouttes de sang. Donc voilà pour le romantisme, j'espère que ça a été clair. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!